Actualité de ce jour, la déclaration d'indépendance de la Catalogne, quel est votre avis? Alors, elle n'est pas vraiment indépendante. Une décision de suspension de la part du président des Généralités de Catalogne, Généralité étant la région. Bon, on sent qu'on est complètement dans le programme des euro-régions. François Asselineau, encore une fois de plus, avait raison. Il avait averti déjà, comme il a dit lui-même, il y a 15 ans, où les gens lui riaient au nez lorsqu'il s'agissait d'organiser le référendum pour l'indépendance, ou même lorsqu'on avait commencé à l'époque à mettre en place ce qu'on appelle les langues régionales. La charte dite des langues minoritaires ou régionales ou locales ou protégées, je ne sais plus, c'est une des inventions fameuses. En tout cas, c'est une charte qui n'a pas été ratifiée par la France, il faut le dire, on a eu plusieurs résistances. Le Conseil constitutionnel a jugé, c'était Lionel Jospin qui avait essayé de la ratifier, le Conseil constitutionnel avait jugé à l'époque que cette charte contrevenait au principe d'indivisibilité de l'unité de la République. Si le Conseil constitutionnel juge ça avec tout ce qu'il a jugé sur l'Union européenne, c'est quand même qu'il y avait à un moment donné quelque chose qui était plutôt grave. Néanmoins, l'Espagne l'a adopté il y a 15 ans, et le processus est similaire, très très similaire à toute une méthodologie de changement de conscience des populations. C'est un sujet que je connais bien, je viens des Balkans, ex-Yougoslavie, et pour un même peuple, pour une même ethnie qui représente les Croates, les Bosniaques, les Serbes, on a réussi petit à petit par le changement de conscience très minutieux, très programmé, à changer la mentalité des peuples, des différents peuples. C'est un cours qui est encore lu aujourd'hui, hein. Les Monténégrins se disputent pour savoir comment ils vont écrire un tel mot, un tel mot. Et donc on sait que la manipulation du langage, de la langue, de l'exaltation des minorités on va créer si besoin. Qu'on va créer si besoin, on va les aider à se créer, à promouvoir leur propre culture, etc. etc. On en invente une si nécessaire. Si nécessaire, dans certains cas, comme au Kosovo, on en invente une. En revanche, lorsqu'il s'agit de la Crimée, c'est vrai que là, cette fois-ci, dans l'autodétermination des peuples, le peuple est une notion assez difficile à cerner. Mais, pour revenir à la Catalogne, ça fait 15 ans qu'il y a un programme espagnol de valorisation des langues étrangères, de protection et tout ce qu'on dit, ce qui, par un processus, constant depuis 15 ans, a abouti à ce que par 2 référendums, d'ailleurs interdits, un a posteriori, puis celui-là a priori par Madrid, ait lieu dans des conditions sur lesquelles il faudra s'interroger, hein, parce qu'il y a eu des évacuations, etc. On ne sait pas trop. Il me paraît un peu compliqué. Mais évidemment, à l'issue du référendum, le oui l'emporte. Hein, c'est souvent les plus actifs qui vont voter et jamais la totalité. Donc peut-être aurait-il fallu proposer un référendum à l'échelle nationale, espagnole, et d'autre part, la définition d'un catalan est quand même assez difficile à cerner. On va faire quoi? On va faire comme dans les lois de Nuremberg, on va aller chercher un catalan, on va faire sur du déclaratif. Dans ce cas, tout le monde peut se déclarer catalan, même ceux qui sont... C'est la question d'inventer une identité. Exactement. Donc, comment définir un catalan? Et c'est vrai qu'on revient à un questionnement un peu racialiste qui nous fait quand même... qui donne des indications sur la véritable nature de l'Union européenne. Et pour conclure sur l'introduction à la question, je conclue aux introductions maintenant. Ouais, non, mais c'est pas grave. Donc, on va pas conclure tout de suite. Mais bon, je vais être un petit peu moins jacobin que toi. Si tu veux conclure à la place. Sur les langues régionales, genre, moi j'ai pas d'opposition. Non, j'ai pas d'opposition sur les langues régionales, attendons-nous. Bien, ouais. Mais j'ai un problème lorsque le catalan devient langue co-officielle. Voilà, là c'est une question en réalité d'autorité étatique. Voilà, la question qui est fondamentale, que ce soit dans les Balkans ou maintenant en Espagne, c'est quelle est la nature de l'État, quel est son rôle. Est-ce qu'il reste un État au sens presque métaphysique du terme, ou même au sens hégélien du terme? Est-ce qu'il reste véritablement un État régalien, puissant, qui ordonne la nation, ou est-ce qu'il est simplement une autorité administrative qu'on peut balayer d'un revers de la main, comme c'est le cas a priori maintenant en Espagne? Bon, moi il y a quelque chose effectivement que tu as souligné et une chose sur laquelle on peut s'interroger, c'est qu'est-ce qui justifie, dans le cadre
fédéral de l'Espagne, qui accorde quand même, bien plus qu'en France, une certaine autonomie, en tout cas, à ces régions. Chaque région d'Espagne a tout de même une certaine identité, mais ça reste quand même des Espagnols. C'est le royaume d'Espagne. Bon, fondamentalement, je crois que les différentes régions d'Espagne ont bien moins à se plaindre en termes de respect de culture locale que, par exemple, ce qu'on voit en France, puisque les régions sont pas véritablement, sur le plan de l'identité, mises à l'honneur. Hein. C'est vraiment uniquement un découpage administratif. Bon, je suis pas très au fait de ce que pense l'UPR ou son président, dont je me rappelle même plus le nom. D'ailleurs, comment il s'appelle ? Le président de l'UPR. Bah, tu chercheras sur internet. Oui, je me souviens plus. Asselineau. Voilà. Je m'excuse mais voilà. Donc, mais oui, il y a un processus qui est à l'œuvre depuis des années, qui est le morcellement des États. C'est l'Europe des régions. Voilà, c'est les euro-régions. Il y a des découpages multiples qui ont lieu. Alors maintenant, aujourd'hui, en France, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Alors tout ça correspond effectivement toujours à un processus de destruction des identités réelles, de création de nouvelles qui vont être eurocompatibles. Voilà. D'ailleurs, systématiquement, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'il y a une région, hein, on va parler de région, qui demande l'accès à l'indépendance, elle se réfère systématiquement à une instance supranationale. Tu parlais des Balkans, les premiers drapeaux qui ont été brandis au Kosovo au moment de l'indépendance, c'est le drapeau américain. Là aujourd'hui, quand il est question des indépendantismes, enfin des velléités indépendantistes en Europe occidentale, on peut être absolument certain que les tenants, les artisans de ces mouvements sont partisans de l'Union européenne. C'était le cas du Parti fédéraliste en France, c'est le cas de Savoie Libre, et c'est manifestement le cas, on va le voir bientôt, à mon avis, des Catalans. Voilà, donc ce morcellement, il est voulu. Le dernier verrou à faire sauter, c'est celui de l'État, hein, de l'État-nation aujourd'hui. Comme on a fait sauter les empires, on a fait sauter les royaumes pour mettre en place l'État bourgeois. Aujourd'hui, même cet État bourgeois, enfin ce qu'il en reste de l'État-nation, il faut évidemment le briser pour créer des micro-entités, ma foi, plus faciles à contrôler. À ce moment-là, le nationalisme, dont beaucoup se réclament précisément pour s'opposer à l'Union européenne, eh bien, un certain nationalisme, ou le nationalisme sous une certaine forme, devient l'allié de l'Union européenne, de l'Occident marchand. Et c'est le cas du nationalisme tchétchène, ça a été le cas du nationalisme en Bosnie, puisqu'il faut bien parler de nationalisme. Quand il y a volonté de se constituer en nation indépendante, c'est du nationalisme. Donc en Bosnie, en Tchétchénie ou au Kosovo, on a sur fond d'ambition religieuse, hein, il y a un nationalisme puissant qui est utilisé, instrumentalisé comme force centrifuge pour détruire les États. Alors, dans le cas de l'entité catalane, on va l'appeler comme ça, puisque pour l'instant on ne sait pas vraiment ce qui se passe, dans le cadre de l'entité catalane, évidemment, il n'est pas question, quoique on pourra en reparler, de problèmes religieux, mais on est dans le cadre d'un nationalisme, hein, le nationalisme catalan, de nation catalane, on va certainement on va nous en parler bientôt d'identité catalane, de choses comme ça, hein, on crée des nations si besoin, hein, donc qui auraient une certaine légitimité à prétendre à l'indépendance. Bon. C'est d'ailleurs aussi, je voudrais rebondir sur l'Ukraine, puisque c'est aussi quelque chose qui a lieu là-bas. Le nationalisme ukrainien est aussi là pour encercler la Russie, empêcher la construction de l'Eurasie, et c'est quelque chose, c'est une belle aubaine finalement pour l'Occident marchand, et puis à terme pour l'Union européenne. Bon, l'entité catalane, ce sera exactement la même chose. Et je disais que les séparatismes en Eurasie étaient toujours accompagnés de problèmes religieux, et c'est quand même un tout petit peu le cas pour ce qui est de l'Espagne, puisque on a bien vu que les attentats djihadistes
du mois d'août, eh bien, les auteurs venaient de Catalogne, n'est-ce pas? Donc, à nouveau, la question va se poser. Est-ce qu'une région, cette entité catalane indépendante aura les moyens de contrôler son territoire et de gérer ces foyers djihadistes qui semblent émaner principalement de la Catalogne? Et ben, ça, c'est quelque chose apporté presque on va dire, par un avertissement, puisque pour souligner ce que tu dis sur les attentats, et l'attentat qui a eu lieu d'ailleurs à Barcelone, les autorités de renseignement espagnoles ont, par, on va dire, division de compétences entre les différentes autorités de police, ont été obligées d'enlever l'espace catalan de leur champ d'action. Et donc, ils voulaient justement garder le monopole dans un certain nombre d'actions, dont le terrorisme, patatras, quelques jours plus tard, attentat, alors même que les policiers espagnols donnaient des informations et les autres, par sans doute les nouvelles fiertés des nouvelles nations, non, nous pouvons tout seuls, bam, donc encore un drame qui aurait pu être évité. Donc quelque part, l'indépendance catalane ne tue pas, mais peut-être leur bêtise autorise des morts inutiles. Mais bon, on va pas trop les accabler, on n'est pas meilleur en France. Hein. Et je voudrais savoir votre avis en fait sur le possible essaimage de ce type d'envie d'autonomie régionale en France par exemple, quand on voit des régions qui pourraient finalement avoir cette propension à vouloir être séparées de l'État français central, comme la Bretagne, anciennement le Pays Basque, on voit que ça s'était un peu apaisé, ils avaient récemment au cours de l'été dernier remis leurs armes et décidé d'entrer, de mettre fin à leur mouvement indépendantiste. On pourrait avoir un réchauffement aussi également en Savoie, on voit en Haute-Savoie, c'est plus folklorique pour l'instant qu'autre chose. Et on peut aussi se demander si des puissances étrangères pourraient avoir envie, pour créer des troubles, de subventionner ces... Mais elles le subventionnent déjà. Il faut savoir que l'indépendance de la Catalogne est très liée à des mouvements indépendantistes des Pyrénées-Orientales. Il faut regarder à peu près les liens qui sont en train de se composer là-bas. Et ce que la Catalogne, en tout cas les forces indépendantistes catalanes, sont en train de faire dans le coin. Pour répondre sur la question de manière plus globale sur la régionalisation, il faut savoir que la France est un État unitaire depuis les rois de France. C'est Louis XIV qui a réussi à imposer le plus haut degré de centralisation administrative, base sur laquelle sont restées les différentes constructions administratives ultérieures après la Révolution, et même l'élection de la langue française comme langue, on va dire, officielle, avec les langues régionales qui restent plutôt dans leur statut de langue coutumière, et aussi la fabrication des régions. Il faut savoir que la région, on a créé le département qui était censé être plus égalitaire, entre guillemets, plus égalitaire, c'était des découpages plus rationnels, on va dire, de la France. On parle que c'était une sorte de découpage uniquement kilométrique. Exactement. On parle du fait que de la préfecture à chaque frontière du département, il devait y avoir un jour de cheval. Voilà. Exactement. Et ces régions ont été gardées sous Napoléon, ces régions ont été gardées sous la Restauration, sous le Second Empire, sous la Première, etc., etc. Et le premier qui a eu l'idée de faire les régions en France, c'était Pétain en 1941, pour justement pouvoir éclater un peu un État fort. Donc il a créé des régions qui ont été supprimées à la Libération et petit à petit instaurées par différents pas. Hein. On se rappelle des lois de fer, voire même les lois Jospin, certaines qui ont été invalidées encore. Et plus récemment, les régions XXL, hein, pour tous ceux qui prennent le train ici, on tente maintenant Rhône-Alpes, Auvergne, etc. Donc il faut savoir que c'est une volonté allemande d'abord et avant tout, une volonté issue de l'idéologie allemande qui est celle d'une Europe régionalisée, puisque c'est l'Allemagne aujourd'hui de facto qui dirige ce conglomérat. Et je l'appelle conglomérat. Oui, alors moi, j'ai toujours récusé cette Europe allemande, l'idée d'Europe allemande, je n'y crois absolument pas. Alors, l'Europe n'est pas plus dirigée
les buts de l'Union européenne ne sont pas plus impulsés par l'Allemagne que par la France, hein, c'est par définition quelque chose qui est apatride. Donc revenir à ce qui se passe en Espagne, et je rebondirai ensuite sur la question sur les régions françaises. Ce qui est intéressant de noter sur ce référendum, c'est la situation de crise réelle ou exagérée qu'il y a eu avec l'intervention des forces, l'intervention légitime des forces de police, puisqu'il s'agit quand même de faire opposition à un référendum illégal qui vise à morceler un État souverain. Donc on peut considérer que cette intervention de l'État espagnol est tout à fait légitime, puisqu'il s'agit de protéger l'intégrité territoriale, ce qu'a souhaité faire d'ailleurs aussi à l'époque en Serbie Milosevic. Et pourquoi je parle de ça, c'est parce que c'est précisément cette volonté de préserver l'intégrité territoriale, de s'opposer à ce morcellement qui a justifié une intervention de ce qu'on appelle la communauté internationale. Bon, on peut se demander, ce n'est pas forcément un scénario possible en Europe occidentale, mais on pourrait quand même se demander si une situation de crise ne peut pas, comment dirais-je, s'aggraver dans cette région d'Espagne et puis justifier à terme une certaine prise de contrôle direct de l'Union européenne, ou que sais-je. Bref, pour ce qui est des régions de France, eh bien, là aussi, il y a quand même un deux poids deux mesures, parce que l'indépendantisme des Bretons ou des Savoisiens ne dérange absolument pas, dans la mesure où, comme ça a été dit, il s'agit plus de folklore. Hein, voilà, on veut manger nos dios, et puis le traité de je ne sais plus quelle année n'est plus valide. Enfin voilà, on a notre identité locale, on a notre patois, bref. Le traité de Turin. Je suis un petit peu, oui, voilà, bon, je suis un petit peu méprisant en disant ça. Bon, mais c'est la vérité. Par contre, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que ni la France, ni l'Union européenne ne seront, surtout pas la France, j'espère, mais même l'Union européenne, qui reconnaîtra tout à fait qui reconnaît tout à fait le Kosovo et qui reconnaîtra sans doute avec plaisir l'entité catalane, ne s'amusera jamais à légitimer les actions des Corses ou des Basques. Pourquoi ? Puisque il suffit de regarder un petit peu le discours du leader catalan pour savoir que eh bien, les premiers mots sont toujours la démocratie, les droits des peuples, les droits de l'homme. On remercie absolument tout le monde, on chiale un petit peu, là, voilà, normal. Donc on a un indépendantisme de gauche, plus ou moins de gauche, en tout cas démocratico-castré. Hein. Donc ça plaît énormément aux Français, mais surtout à l'Union européenne. Alors que chez les Corses, moi je me souviens de l'époque de Talamoni, etc. Je me souviens je ne sais plus en quelle année. Des trafiquants de drogue maghrébins avaient été interceptés par les indépendantistes corses et ils avaient fini avec une balle dans la tête. Voilà. Donc évidemment, dans ces conditions-là, quand on sait que les Corses ne sont pas simplement dans une espèce d'utopie folkloriste d'une indépendance corse, ils veulent une Corse forte et propre. Ça ne plaît pas. Et ils prennent les armes. Et c'est exactement la même chose avec les Basques, vous voyez. Donc ce genre d'indépendantisme viril, un petit peu comme l'IRA, ça ne plaît pas. Voilà. Donc on va volontiers. Alors c'est évidemment valable en Europe occidentale. Pour ce qui est de l'Eurasie, là on va pousser les révolutions, les indépendantismes violents, hein, comme au Kosovo ou en Tchétchénie, puisqu'évidemment là il s'agit d'abattre un ennemi, hein, qui est le véritable ennemi aujourd'hui de l'Union européenne et de l'Occident, c'est l'Eurasie, la Russie de Poutine.